démarrer cet entretien avec monsieur Jean-Louis Dasseux, qui est directeur général de Serenis, qui en est également le fondateur, et ne l'oublions pas, qui est actionnaire lui aussi, avec près de 7% du capital. Donc, bon, Serenis est une biotech. Sur quel produit, monsieur Dasseux, travaillez-vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur notamment le premier produit en développement, qui je crois est en phase 3, et qui consiste à développer le HDL, c'est-à-dire le bon cholestérol. Alors on peut manger du poisson, mais généralement ça ne suffit pas, donc c'est là que vous intervenez. Alors, bonjour, alors à Serenis on est des spécialistes des HDL, donc du bon cholestérol. Nous avons comme spécialité de développer des produits qui sont basés sur le HDL, et en particulier Serenis 001 qui est une HDL contenant de l'apolipoprotéinol, la protéine naturelle des HDL. Donc effectivement aujourd'hui on est en phase 3 avec ce produit-là, dans une étude qui s'appelle Tango, avec des résultats qui sont attendus pour la fin du premier trimestre de l'année prochaine. Nous avons aussi un autre produit qui s'appelle Serenis 209, qui est un produit qui permet une meilleure reconnaissance des HDL par le foie, et qui permet donc d'éliminer les lipides des parois vasculaires, mais aussi du foie, et on développe ce produit dans la NASH. Et récemment, nous avons annoncé que nous travaillons aussi sur l'utilisation des HDL comme transporteurs, puisqu'il faut savoir que dans le sang, le principal transporteur de molécules, ce sont les HDL, et qu'il y a beaucoup de récepteurs au niveau des cellules, et donc on peut transporter des molécules et des principes actifs, des médicaments par les HDL. Voilà, je crois que ça peut servir notamment contre le cancer. Tout à fait, il y a de nombreuses applications, c'est une plateforme qui va permettre de développer différents produits. La partie intéressante avec les HDL, c'est qu'il y a des récepteurs sur l'ensemble des cellules, et en particulier des cellules tumorales, parce qu'il faut savoir que les cellules tumorales, pour se multiplier, elles ont besoin de lipides, et le transporteur qui apporte les lipides, ce sont les HDL. Donc il y a forcément un ciblage par les HDL des cellules tumorales, et donc on peut transporter des médicaments par les HDL. Oui, donc c'est pas pour transporter les lipides, c'est pour transporter les médicaments, disons, tout à fait. Au HDL. Hein. Tout à fait. Il faut savoir que tous les métabolismes au niveau du corps humain, on a des molécules qui sont amenées, par exemple des vitamines, des silencing RNA, des micro-RNA, tout ça c'est transporté par le HDL. D'accord. Alors bon, pour revenir au médicament qui est en phase 3, ce qui peut-être à très court terme est le plus intéressant pour l'investisseur, puisque là vous êtes proche de la commercialisation, vous avez parlé du premier trimestre 2018. Comment allez-vous vous y prendre ensuite d'un point de vue, puisque vous êtes docteur en chimie physique, mais vous avez également MBA, donc vous connaissez le business. Comment allez-vous vous y prendre pour commercialiser ce médicament en cas de succès, bien entendu? Est-ce que vous aurez besoin d'un partenaire ou pas, ou bien est-ce que vous pensez pouvoir développer un réseau commercial par vous-même? Alors, je rappelle tout d'abord que Serenis 001, c'est une HDL que nous avons développée, qui est aujourd'hui en phase 3 chez les patients qui sont déficients en HDL, et leur déficience est due à des défauts génétiques. Donc c'est une population qui est à peu près de 100 à 150 000 personnes entre les États-Unis et les 5 principaux pays européens. Notre intention, si les résultats de Tango sont positifs, c'est d'amener ce produit sur le marché. C'est un produit de spécialité. Il faut savoir que quand vous avez un défaut génétique, vous êtes référencé à un expert. Donc il n'y a que quelques centres au niveau européen et aux États-Unis. Donc avec une force de vente limitée, on peut adresser le marché. Et il faut savoir aussi que ce sont ces experts-là qui nous aident dans l'étude de la phase 3, puisque ce sont eux-mêmes qui recrutent certains patients pour nous. Donc nous pensons qu'avec, je dirais, une mise de fonds limitée, nous pouvons adresser le marché et assurer la commercialisation de ce produit, qui évidemment se fera une fois qu'on aura obtenu l'autorisation des autorités réglementaires. Donc pas d'appel de fonds ni de partenariat nécessaire pour cette phase éventuelle de commercialisation. Alors appel de fonds, il y aura, mais ça sera si les résultats sont positifs.
Et je pense qu'à ce moment-là, le titre augmentera en valeur. Et donc je pense qu'il n'y aura pas de problème d'aller faire des levées de fonds sans pour autant affecter les investisseurs historiques. D'accord. Donc, alors pour revenir à ce médicament, est-ce que vous envisagez donc un développement au plan mondial? Parce que je crois que l'étude est conduite dans plusieurs pays, c'est ça? Tout à fait. Cette étude elle est réalisée aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël. Donc la commercialisation se fera pays par pays, évidemment, mais le but c'est de traiter tous les patients qui sont dans les différents pays. D'accord. D'un point de vue boursier, qu'est-ce que vous pouvez dire finalement aux actionnaires? Certains d'entre eux ont peut-être perdu de l'argent, parce que je crois qu'il y a eu un échec, évidemment, quand on prend ce genre de risque de recherche et de développement. Le coût est élevé, hein, puisque vous pouvez peut-être le rappeler combien ça coûte en général. Et en cas d'échec, évidemment, c'est à fond perdu. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler le prix d'introduction, comment il a évolué Alors, le développement pharmaceutique est un coût important, hein, puisque c'est à peu près de 200 à 300 millions au niveau d'une biotech. Ça peut monter jusqu'au milliard dans des grandes sociétés pharmaceutiques. Il faut savoir que le développement d'un médicament, c'est une aventure risquée. On ne connaît pas tout de l'organisme, et c'est à fur et à mesure qu'on fait de la recherche clinique que l'on apprend beaucoup de choses. Alors c'est vrai que Serenis 001, c'est une HDL qu'on a développée. On avait montré en étude de phase 2 qu'on avait des résultats positifs, à savoir la régression de la plaque. Et c'est vrai aussi que lors d'une étude de phase 2, chez les patients qui avaient de l'athérosclérose avancée, nous n'avons pas pu démontrer l'effet du produit. Et je voudrais encore une fois rappeler que le risque était important, mais le risque qui était dans cette étude-là, il reposait sur deux choses. Première chose, un risque lié au produit, et deuxième chose, un risque lié à la méthode utilisée pour mettre en évidence le produit, l'activité du produit. Or, il se trouve qu'on avait utilisé une technique d'imagerie qui malheureusement chez les patients ayant une athérose avancée ne permettait pas de voir dans les détails ce qui se passait. Et donc on n'a pas pu avoir une démonstration clinique de l'effet de notre produit chez ces patients-là, bien qu'on l'avait observé dans des études précédentes. Alors il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent. Bon nombre de sociétés apprennent au fur et à mesure que l'on fait des développements cliniques. Ceci dit, cela ne remet pas en cause l'étude Tango qui a été faite chez des patients différents et qui repose elle aussi sur des démonstrations d'activité pharmaceutique chez les mêmes patients tels qu'on l'avait démontré dans l'étude de phase 2 sans mort. Donc oui, il y a un risque, mais c'est, je dirais, le propre de l'industrie pharmaceutique. Beaucoup de sociétés ont des problèmes. En tout cas, à Serenis, comme toujours, nous sommes des managers responsables, et au niveau du conseil d'administration, nous avions dit depuis le début qu'on allait avoir plusieurs études cliniques dans différentes populations et plusieurs produits à différentes étapes de développement clinique, ce qui est le cas aujourd'hui avec Tango en phase 3, Serenis 209 qui est en phase 1, et l'annonce que l'on a fait hier avec une étude qui s'appelle Target chez des cancéreux atteints d'un cancer de l'œsophage. D'accord. Et donc, si vous pouvez rappeler un petit peu les chiffres, ce que vous présentez en bourse, comment ça a évolué depuis l'introduction, quels que vous avez d'autres comme actionnaires en dehors de vous Donc on a fait l'introduction en bourse à 12,7 €, et nous sommes aujourd'hui, après l'échec de Cara, à une valeur de 2 €. Encore une fois, je rappelle que nous avons 3 produits qui sont en développement. On peut dire que la valorisation ne reflète pas du tout l'état de la société. Mais encore une fois, on va avoir des résultats bientôt et on espère tous, en tout cas à Serenis, que les résultats seront positifs. D'accord. Donc, effectivement, pour les personnes qui cherchent des sociétés des côtés qui ont beaucoup baissé ou qui peuvent se rebondir, il y a un aspect spéculatif, il y a un risque, mais tout à fait. D'après vous, c'est une opportunité. Ça, c'est à chaque investisseur de calculer ça, mais il est bien évident que oui, il y a une opportunité, sachant qu'on a des produits qui sont en étude clinique avec, à court terme, des points d'inflexion importants. D'accord. Et alors,
le fait d'être coté à Paris, est-ce que c'est bien pour une biotech ou est-ce que ça vous arrivez à attirer des investisseurs de quel type, y compris américains, ou comment ça se passe? Alors, pour notre part, à Cérénis, nous avons toujours eu des investisseurs à l'étranger, nous avons toujours des investisseurs américains. Je pense que les biotech, ce n'est pas attaché à l'Europe, c'est une activité qui a lieu au niveau international, donc aux États-Unis, au Japon ou ailleurs. Et il faut toujours voir et aller chercher des investisseurs dans tous les pays, puisqu'encore une fois, les coûts de développement sont des coûts importants, donc il faut avoir beaucoup d'investisseurs. D'accord. Et j'imagine qu'il s'agit de fonds un peu spécialisés qui sont capables d'étudier en détail vos recherches. Alors il y a de tout. On peut citer certains actionnaires Alors, ils sont discrets peut-être, je ne sais pas. Non, on a les historiques qui sont encore là. On a les Sofinova, on a la BPI, on a d'autres grands fonds américains qui sont encore là, mais pour l'instant, voilà, on en attirera d'autres. Mais de notre philosophie, en tout cas, on ne se positionne pas comme étant une société basée en France et donc focalisée sur le marché européen, mais plutôt sur le marché international. D'accord, donc je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des personnes qui souhaitent poser une question dans la salle. Sinon, on a encore un tout petit peu de temps. Ouais. Tout à fait, ça fait partie des options que l'on regarde. Comme vous le savez, le principe de la TU a un peu évolué récemment, mais c'est une option qu'on a considérée et qu'on a étudiée, tout à fait. Qu'est-ce qu'on appelle une ATU? C'est une autorisation temporaire d'utilisation, ce qui permet, avant que le produit soit autorisé par les agences, de pouvoir faire bénéficier certains patients du produit. À condition évidemment que le produit soit safe, qu'il ait démontré une efficacité et qu'il y ait un médecin qui prenne la responsabilité de traiter le patient. Ce qui se passe souvent pour des maladies rares, puisqu'il n'y a pas souvent des produits disponibles. C'est le cas de Cérénis Azorin, puisqu'encore une fois, les patients atteints de déficience n'ont pas de traitement à l'heure actuelle. D'accord, merci pour la question. Il y en a une deuxième, et puis après, on va bientôt être obligé d'arrêter. La recherche que vous faites, vous la menez pour combien de produits actuellement? Donc nous menons une recherche sur 3 produits, 2 qui sont en études cliniques, un en phase 3, un en phase 2, en phase 1, pardon, et on vient d'introduire un nouveau produit en études cliniques hier, qu'on a annoncé hier. Mais donc on ne peut pas encore en bénéficier, c'est ça que vous demandiez en fait. Hein, parce que les personnes qui profitent, en quelque sorte, j'espère pour elles qu'elles profiteront de l'étude en cours, elles sont combien? C'est limité. Hein. Ah ben, ça dépend des indications, mais là, pendant l'indication de maladies rares, parce qu'on a 2 désignations de maladies orphelines, on parle de 30 patients qui ont été traités dans l'étude. Parce que c'est une maladie rare. Dans le deuxième produit qui va s'adresser à la NASH et au risque cardiovasculaire associé à la NASH, là on parle de plusieurs millions de personnes. Quant à la troisième indication, c'est une plateforme visant à traiter des patients qui sont atteints de cancer. Et comme vous le savez, le nombre de patients atteints de cancer ne fait qu'augmenter. Mais le parcours pour avoir le produit sur le marché, évidemment, prend un certain temps. Qu'est-ce qui vous a incité à vous cantonner au cancer de l'œsophage? On ne s'est pas cantonné au cancer de l'œsophage. Il faut savoir qu'on travaille avec des experts qui eux-mêmes sont spécialisés dans l'œsophage. Et donc, encore une fois, nous, on fabrique les HDL qui transportent un produit actif et on va chercher les meilleurs sur la place en fonction des différents types de cancers. Mais le cancer de l'œsophage, c'est un parmi tant d'autres. C'est juste le premier qu'on a choisi. C'est pas plus fréquent. Pourquoi vous posez cette question? On a des experts qui travaillent avec nous et qui, eux, avaient accès à un grand nombre de patients. C'est pour ça qu'on est allé avec eux sur l'œsophage. Très bien. En tout cas, il sera possible de poser, bien sûr, d'autres questions sur le stand de Cérénis, qui est présent sur le salon. Et Monsieur Dasseux, je vous remercie beaucoup pour toutes vos explications. Et bonne chance. Merci. Merci.